Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle intelligence artificielle de OpenAI GPT-4. Donc comment on va la tester? Ce qui est mis en avant sur le site de OpenAI, c'est qu'elle est plus créative et qu'elle a un meilleur raisonnement. Donc dans une première partie, on va voir ses capacités de raisonnement. On va lui soumettre des énigmes et voir si elle arrive à les résoudre. Après, la difficulté avec les énigmes, c'est que typiquement, elle peut avoir les réponses dans ses bases de données et se rappeler que cette énigme-là a ça pour réponse. Donc, on va quand même tester, voir ce que ça donne. Ensuite, pour voir également sa capacité de raisonnement, je vais lui demander d'écrire une petite musique. J'ai fait de la musique et donc je vais voir en fait comment elle réfléchit par rapport à la musique. Il y a beaucoup d'informations sur internet sur la musique et donc je pense que ça peut être un bon curseur pour évaluer sa capacité à raisonner et à analyser. Ensuite, on va voir sa créativité. Donc pour ça, on va lui demander de faire d'idéation pour des posts LinkedIn. Vous allez voir, c'est super marrant. Ensuite, on va lui demander d'écrire un rap dans le style d'un rappeur, voir si elle arrive à imiter le style et donc du coup à créer un couplet et un refrain de rap. Ensuite, pour voir sa créativité et également sa capacité à raisonner, on va lui demander des solutions pour des problèmes, par exemple écologiques, et demander des solutions innovantes. Et dans une dernière partie, je vous proposerai plusieurs façons d'utiliser GPT-4 au quotidien pour augmenter votre productivité. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour voir la capacité de raisonnement de GPT-4. Alors, est-ce que GPT-4 est logique et intelligent? Je lui ai donné 4 énigmes, 4, il a réussi à en résoudre une. On va voir les énigmes. Donc, dans une grande rue de New York, le propriétaire d'un magasin de vêtements réputé affiche ici le meilleur tailleur de New York. Un de ses concurrents, propriétaire d'un magasin dans la même rue, réplique 2 jours plus tard avec l'affiche ici le meilleur tailleur des États-Unis. Donc on voit New York, États-Unis. Un troisième tailleur, plutôt que de prolonger l'inflation, le meilleur tailleur de la planète, réagit 3 jours plus tard et prend tout le monde à contre-pied. Que dit l'affiche du troisième tailleur? Et là il répond, l'affiche du troisième tailleur pourrait dire quelque chose comme ici nous ne prétendons pas être les meilleurs, nous nous efforçons simplement de fournir les meilleurs services de tailleur possibles. Cette approche vise à se différencier des deux autres tailleurs en évitant l'exagération des revendications et en se concentrant sur la qualité de service offerte aux clients. Donc en fait la bonne réponse c'est le meilleur tailleur de la rue. C'est là la logique où il prend un contre-pied, ça évite l'inflation donc de la planète, mais il le prend à contre-pied en gardant la même formulation. Donc là c'est une mauvaise réponse pour notre ami GPT-4. Celle-là, je pensais qu'il allait la résoudre, mais en fait pas du tout. Le Black Pearl fait régulièrement la navette entre 3 points qui forment un triangle équilatéral. Pour aller de A à B, il met 1h20, de même que pour aller de B à C. Il met 80 minutes pour revenir de C à A. Sa charge ne change pas d'un tronçon à l'autre. Comment l'expliquez-vous? Donc, équilatéral, c'est-à-dire quoi? C'est un triangle avec les mêmes côtés. C'est-à-dire que sur 3 distances, il y en a 2 où il va mettre 1h20 et il y en a une autre où il va mettre 80 minutes. Comment on l'explique? Play nous explique la raison pour laquelle le Black Pearl met 1h20 pour chaque tronçon reliant 2 des 3 points du triangle équilatéral et 80 minutes pour un des tronçons est due à une différence de distance parcourue. Ah, donc là déjà il n'a pas compris ce que c'était un triangle équilatéral. Alors si là il l'explique, puisque le triangle est équilatéral, chaque tronçon a la même longueur, cependant le temps de parcours dépend également de la vitesse du bateau et de la direction et de la force du courant. Il est donc possible que le bateau rencontre un courant plus fort dans une direction donnée, ce qui augmente la distance parcourue par rapport à la distance directe entre 2 points. Dans ce cas, le tronçon où le bateau met 80 minutes pour revenir de C à A pourrait être en amont par rapport aux autres tronçons. Ce qui signifie qu'il rencontre un courant plus fort qui le ralentit et augmente la distance parcourue. De cette façon, le temps de parcours pour ce tronçon est plus long que pour les autres, bien que la charge du bateau soit constante tout au long de son voyage. Alors qu'en fait, c'est juste l'énoncé qui est un peu tricky. 1h20, c'est 80 minutes. Et là, typiquement, en fait, il n'a pas fait le lien entre 80 minutes et 1h20. Donc, bof. Là, celle-là, il a réussi à la résoudre. Jour de tempête, sur une route de montagne escarpée, au bord du ravin, une voiture s'est arrêtée, crevaison. Jules, le conducteur, a dévissé les 4 écrous qui tenaient la roue, sorti la roue de secours qu'il a glissée à la place de l'autre,
mais les 4 écrous tombent dans le ravin. Jules se lamente, impossible de repartir maintenant. Une automobiliste s'arrête, lui glisse quelques mots et repart. Jules, c'est maintenant qu'il va pouvoir repartir en roulant. Quel conseil lui a-t-elle donné? Et là, en fait, bon, je vais pas tout vous lire, mais en fait, la technique, c'est que là, il lui manque 4 écrous. Il va prendre un écrou sur chacune des 3 autres roues qui lui restent et visser du coup la 4e roue. Et là, il a trouvé. Là, ici, c'est pareil, c'est une énigme un peu de raisonnement. Alfred de Musset faisait la cour à George Sand. Il lui envoya le message suivant. Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, à la ligne, voulez-vous qu'un instant je change de visage, à la ligne, vous avez capturé les sentiments d'un cœur, à la ligne, que pour vous adorer forma le créateur, à la ligne, je vous chéris, amour et ma plume en délire, à la ligne, couche sur le papier ce que je n'ose dire, à la ligne, avec soin, de mes vers lisez les premiers mots, à la ligne, vous saurez quel remède apporter à mes mots, à la ligne. Si vous avez compris le message caché dans les vers précédents, vous apprécierez la franchise de la réponse construite selon le même principe. Cette insigne faveur que votre cœur réclame nuit à ma renommée et répugne mon âme. Et là, en fait, techniquement, c'est dans le texte. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots. Ça veut dire, en fait, lisez les premiers mots de chacun des vers. Et du coup, pour résoudre l'énigme, pour comprendre la réponse du coup de George Sand, c'est « Quand voulez-vous que je couche avec vous ?» Ça, c'est les premiers mots de chacun des vers du poème de Musset. Et ensuite, la réponse de George Sand, « Cette nuit ». Ok ? Et là, en fait, GPT-4 a compris totalement l'inverse. La réponse de George Sand est un refus poli mais ferme à la cour d'Alfred de Musset. Elle utilise le même principe de construction de vers en répondant à chaque phrase par une phrase qui exprime son refus. En substance, elle lui dit que répondre favorablement à sa demande nuit à sa réputation et à sa conscience, donc elle ne peut pas répondre favorablement à sa demande. La réponse de George Sand est construite comme suit. C'est ainsi une faveur que votre cœur réclame, nuit à ma renommée et répugne mon âme. En fait, là il a compris que voilà, vu qu'elle écrivait dans le même style, elle refusait. Mais il n'a pas compris la logique de lire les premiers vers. Donc, voilà pour cette première partie au niveau de la logique. Maintenant, je vais vous montrer une petite conversation que j'ai eue avec lui sur la musique pour évaluer un petit peu sa capacité à raisonner sur un sujet un petit peu de façon. Est-ce que GPT-4 est capable de raisonner avec la musique? Donc là, je vais demander, peux-tu m'expliquer les principes d'harmonie qui vont me permettre d'écrire un tube comme Elton John? J'ai pris Elton John parce que, en fait, si vous voulez, en musique, tous les enchaînements d'accords sont disponibles avec ce langage-là, la nomenclature américaine des accords, donc A, B, C, D. Non, ça c'est les structures. Mais voilà, en fait, en degrés, comme ça. Donc théoriquement, s'il a une bonne capacité à raisonner, il peut trouver des récurrences. Là, il nous explique qu'en harmonie, pour faire des chansons à la Elton John, c'est à peu près juste. C'est quand même ultra simplifié, mais c'est vaguement juste. Après, par contre, là, ce qui est notable quand même, c'est que il comprend pas les principes d'harmonie. Il parle plutôt des principes de la musique. Parce que là, vous voyez, il y a une partie harmonie, et là, il y a la structure de la chanson, rythme, parole et originalité, qui n'ont rien à voir avec l'harmonie. Donc là, je vais demander d'écrire un enchaînement à la Elton John en mi bémol. Le mi bémol, en fait, il est pas anodin. J'essaie de l'orienter dans la mesure où la chanson Your Song de Elton John est composée en mi bémol, et donc du coup je me suis dit peut-être qu'il va réussir à mettre en lien du coup cette tonalité avec la chanson Your Song de Elton John. En l'occurrence là c'est assez pauvre. Ce qu'on peut noter c'est qu'en fait il reprend les structures, les enchaînements qu'il a cités ici et il les transpose en mi bémol. Là il met une structure, c'est vraiment pas fameux. Là je vais demander en fait d'ajouter donc de la complexité au niveau de l'harmonie, donc des mouvements de basse, il y arrive. C'est toujours pas terrible, même si là en fait à cette mesure là dans la chanson Your Song il y a exactement cet accord là, ce qui est intéressant. Également ce qui est intéressant c'est qu'il garde une certaine logique au niveau des mouvements de basse dans les règles d'harmonie, c'est-à-dire que il faut pas trop que ça bouge, pour qu'il y ait des mouvements qui sonnent bien, il faut que les voix ne bougent pas avec des grands intervalles. Et là, en l'occurrence, il a respecté cette règle. Ici, je lui demande d'ajouter des dominantes secondaires, des polycordes. Il arrive avec les dominantes secondaires, pas les polycordes. Là, je lui demande où sont les polycordes. Il en rajoute.
Je vais pas vous faire toute l'analyse, mais ça reste quand même vraiment très très moyen, quoi. C'est niveau raisonnement, c'est pas concluant. Après, dans l'usage en général, c'est pas ce qu'on lui demande hein, à GPT-4. Là, typiquement, c'est assez pauvre, c'est assez moyen. Mais on va voir au niveau de la créativité. Et là, vraiment, ça a strictement rien à voir. Allez, on se retrouve tout de suite pour tester la créativité de GPT à la partie créative. Donc, sur cette partie-là, on va voir comment on peut générer des posts LinkedIn avec GPT-4. Franchement, là-dessus, moi, il m'a plutôt bluffé. Je l'ai trouvé assez fort, assez balèze et assez, précis par rapport aux requêtes que je lui ai demandé. Donc là, je lui ai demandé génère des idées de posts LinkedIn qui plaît à la majorité des utilisateurs de la plateforme. Bon, on est sur des sujets qui sont très professionnels, très, à mon goût, plan-plan. Voilà, les 5 compétences clés pour réussir dans le monde professionnel en 2023. En fait, je trouve que les sujets peuvent être intéressants, mais il les a pas bien mis en avant. Par exemple, comment le télétravail a révolutionné notre façon de travailler. C'est un bon sujet, mais encore faut-il qu'il l'amène d'une façon intéressante. Donc là, pour l'autre partie, pour le prompt d'après, j'ai pris le sujet numéro 7, l'importance de la formation continue dans le développement professionnel. Là, je lui ai demandé trouve 10 angles originaux pour parler du sujet 7. Donc déjà, il nous a retrouvé le sujet 7 dans la liste, intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau de la capacité à comprendre, à raisonner, il trouve le numéro 7 dans une liste, et il va prendre ce sujet, comprendre ce que c'est, et par la suite, en faire du coup des angles originaux. Sauf que là, en fait, à mon sens, il a fait une erreur, c'est qu'il fait des sous-sujets du sujet 7. C'est-à-dire que là, c'est l'importance de la formation continue dans le développement professionnel. Et là, il va nous parler d'apprentissage informel, de micro-learning, le duo gagnant, formation continue et intelligence émotionnelle, le rôle des mentors dans la formation continue. C'est plein de petits sujets qui vont avec ce gros sujet. Après, c'est intéressant dans la mesure où si vous voulez créer un corpus de posts, c'est-à-dire un ensemble de posts sur un gros sujet, vous pouvez du coup prendre un sujet et je lui demande trouve 10 angles originaux pour parler de ce sujet. Okay, et là, ça vous fait 10 sujets qui sont, à mon sens, là sur ce sujet-là, franchement, je le trouve plutôt bien. Ça mériterait de travailler dessus. C'est super cool. Par exemple, le lifelong learning et l'épanouissement personnel, je trouve que c'est intéressant. Le pouvoir des communautés, tout est ok. Donc, maintenant, j'ai essayé de le challenger et de mettre un truc un petit peu plus savoureux. Je trouve cela un petit peu plan-plan comme sujet. Donc, déjà, il a compris plan-plan. Donne-moi des axes pour les présenter de manière originale. Ok. Et donc là, c'est le marathon de la formation continue, la recette secrète, voyage, la playlist de la formation continue. D'ailleurs, celle-là, je l'ai utilisée, vous verrez, j'en ai fait un post. Super-héros de la formation continue. Donc là, il va parler de l'univers des super-héros, en mode survie, l'art de la formation. Là, il va parler d'art, le jardin, le cinéma, formation continue et mode. Et donc, là, j'ai décidé de prendre j'ai demandé de faire 10 nouveaux axes saugrenus. Donc là, il me parle des extraterrestres, parcs d'attractions, zombies, sauce piquante, le cirque, la formation les animaux de compagnie, là, un petit titre un petit peu marrant, élever votre carrière comme un Tamagotchi, je trouve ça cool, la référence avec le Tamagotchi, la formation continue et les monstres marins, les festins, le laboratoire, dans la peau d'un super vilain, vraiment, je trouve ça cool. Là déjà vous avez 20 angles pour parler d'un sujet, hein. C'est quand même super intéressant. Et typiquement on peut imaginer fais un post en faisant des métaphores dans les angles que tu as trouvé, dans les angles que tu as trouvé. Ok. C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir un post qui va te parler de zombies, de monstres marins, de sauce piquante, vraiment avec énormément de références à plusieurs trucs. Là, j'ai essayé de le challenger sur auquel personne ne penserait. Voyage dans le temps, les dimensions parallèles. Celui-là, je trouve intéressant. Donc là, voilà. C'est encore des nouvelles idées. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et là, j'ai décidé de prendre le truc des machines à sous parce que je me suis dit que typiquement, ça devrait être un sujet qui devrait être un petit peu,
pas banni, mais réglementé, sachant qu'en France, c'est un sujet où on n'a pas trop le droit d'en parler. Donc là, voilà, je lui ai dit, écris un post LinkedIn en suivant ces instructions. Là, j'ai copié-collé du coup l'idée. Non, là, j'avais fait sur la survie. Ok. Donc, déjà, ça fait toujours la même structure. Une accroche, une intro, une liste, une conclusion avec une question. C'est souvent la même chose. Là, je vais demander du coup avec le casino. Donc là, déjà c'est intéressant. Analyser le terrain de jeu, diversifier vos mises, rechercher les bonus, maîtriser les règles du jeu. Ne craignez pas de changer de machine, patience et persévérance. Sachez quand encaisser vos gains. Donc en fait, il fait des parallèles avec quand tu joues aux machines à sous et la formation continue. Je trouve ça vraiment intéressant. Si une machine à sous ne vous apporte pas de gains, il est temps de passer à une autre de la même manière, n'hésitez pas à explorer de nouvelles compétences ou à changer de secteur si votre carrière actuelle ne vous satisfait pas. Voilà. Il y a des parallèles qui sont intéressants. Moi, ce que je trouve cool, c'est par rapport à votre cible, si vous arrivez en fait à bien comprendre le référentiel culturel, vous pouvez vraiment créer des posts qui auront un gros impact, qui va vraiment résonner avec votre cible. Et ça, je trouve ça vraiment surpuissant. Parce que typiquement, la recherche pour écrire un post comme ça, parce que là, en fait, il a fait ça sur les casinos, mais il peut faire ça sur les 30 autres sujets. Franchement, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, là, faire un post sur la formation continue et les monstres marins, bah franchement, paye ta galère, quoi. Je vais pas y arriver, et il me faudrait, je pense, au moins une demi-journée, voire une journée pour faire un truc aussi bien que ça. Donc, là, je lui ai demandé de faire le même post avec une autre structure, parce que ah oui, en incluant une histoire surprenante, parce qu'il fait tout le temps le même truc, donc comme je vous disais, accroche, intro, des points, nanana. Donc là en fait chacun des points c'est un épisode dans l'histoire. C'est intéressant, ok. Là je lui ai demandé de garder une histoire en mettant quelque chose de plus original, plus surprenant, des rebondissements et des moments plus compliqués, mais change la structure du post. Et là en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un épisode, une leçon, un épisode, une leçon, un épisode, une leçon, un épisode, une leçon. Il y a des petits moments difficiles, il a respecté. Et là en fait je lui ai demandé, utilise un ton plus marrant et proche de comment parlerait une personne de 20 ans dans la campagne bourguignonne, ma contrée natale. Donc là c'est assez marrant. En fait, il y a des expressions, je sais pas si vraiment il a compris que c'était vraiment de l'argot un peu bourguignon ou si en fait on dit pareil dans les autres campagnes, mais par exemple, il a décidé de s'essayer aux machines à sous et comme un veau, il perdait tout. Tu peux dire, il est con comme un veau ou ce genre de choses. C'est des expressions où tu peux le dire en fait. Et ça, pour le coup, il l'a trouvé. Puis il s'est dit qu'au lieu de rester là à ruminer comme une vache, il allait plutôt apprendre des autres. Donc voilà, il a compris la sémantique et le champ lexical du coup de la campagne, tout ça. Également, scanner à un truc, quand t'as l'accent, tu peux manger des lettres. Et ça, c'est super fort. Franchement, qu'il ait réussi à trouver des trucs comme ça, scanner ou le jackpot, je crois qu'il dit à un moment. C'est vraiment super balèze. Et là donc hop j'avais fait ok non bon ça c'est pas fait, ah si peut-être voilà. Là c'est le post du coup avec la playlist que je trouve vraiment pas mal comme angle. La formation continue est comme une playlist de tubes inoubliables qui nous accompagne tout au long de notre carrière. Voici une sélection de chansons qui représentent les différentes étapes et défis de l'apprentissage tout au long de la vie, spécialement conçues pour les mélomanes entre 25 et 30 ans. Donc du coup en fait c'est que des musiques, c'est ce que je lui avais demandé, entre 2010 et 2021. Donc là-dessus, a priori, il s'est pas trompé. Non, c'est bon. Bon, après, il y a des trucs un petit peu bizarres. Par exemple, là, Someone Like You et le mentorat. Bon, un peu chelou. Mais bon, ça peut faire sens. Hein. Et ouais, et à chaque chanson, en fait, il trouve une leçon, tout ça. Et je trouve ça vraiment... Franchement, je trouve ça super impressionnant, hein, parce que là, du coup, tu peux générer des tonnes d'idées sur un sujet, des tonnes de sous-idées sur un sujet, et faire des posts, mais à une vitesse qui est absolument terrifiante, quoi. Et avec une bonne qualité rédactionnelle. En plus, au niveau de la tonalité, comme vous le voyez, là, franchement,
il imite un accent de la Bourgogne un peu, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà sur la partie idéation et post LinkedIn. Franchement, par rapport à GPT-3, ça n'a rien à voir. C'est là vraiment, ils ont fait très 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 fort. Maintenant, on va voir avec la partie rap. Donc, la partie rap, je me suis un peu amusé. J'avais testé avec GPT-3. Attendez, hop. Voilà. Ok, donc la partie rap. En fait, sur GPT-3, il y a un petit moment, j'avais essayé de faire un rap sur la galette des rois. Genre, ça devait être le 7 janvier ou un truc comme ça. Et je me suis dit, ok, est-ce que GPT-3 peut faire un rap sur la galette des rois dans le style d'un rappeur? Donc là, je vais demander, écrire un rap sur la galette des... Ok, je vais vous faire un mot, dans le style SCH. Donc SCH, le rappeur marseillais, si vous écoutez un peu de rap, vous allez connaître. Donc, yo, dans la rue, on s'agite, la galette, on la suite. Ok, tous les jours, tous les soirs, sur le bitume, on s'enfuit. La vie est une course, un marathon sans fin. SCH dans le style, on est là pour gagner. Ouais, on est bien. On roule en douce. Dans la pénombre, ça déambule. Pas de feuilleté, frangipane, on veut la formule. Celle-là, elle est pas mal. Richesse et goût, on veut la couronne sur la tête. Et pour ça, on se bat chaque jour une conquête. Le refrain, la galette des rois, on va la savourer. Le monde est notre terrain, on vient le labourer. La fève dans la pâte, on veut la dénicher. SCH, style inébranlable, on est là pour marquer. Ok, bon, là, vous faites pause si vous voulez dire la suite. Bon, dans l'idée, c'est que, ok, il est sur donc la thématique, voilà, un peu SCH, le rookie, la conquête. Il incorpore du coup la galette, pas de feuilleté, frangipane, on veut la formule. Ok, c'est marrant. Là après, du coup, j'ai voulu voir en fait si juste il avait compris que il avait compris SCH. Et du coup, j'ai demandé à un rappeur qui a un champ sémantique et des sujets qui sont quand même globalement différents, donc Orelsan. Et là, dans ma vue, j'ai couru après la galette des rois, un peu paumé, la fève cachée, je la cherche, je ne sais pas. Orelsan dans le style tranquille, j'avance sans bruit sur le chemin de la vie. Je sais qu'on n'a qu'une seule vie. Donc là, voilà, on est sur une autre thématique. Ça se rapproche plus d'Orelsan, même si bon, c'est pas là, et niveau imitation, c'est pas terrible. Donc, je me suis dit, ok, j'avais fait un test avec un post LinkedIn où j'avais demandé de réécrire un post de Maud Alavez, et c'était plutôt pas mal. Il gardait le sujet, tout ça, un peu la même tonalité, mais il la réécrivait. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, du coup, ah oui, j'avais demandé s'il connaissait Solalune, mais il connaît pas, il sait qui est SCH, donc il sait qui c'est. Là, j'ai mis les paroles du tube Fusil, et en fait, je lui ai demandé de le réécrire en mettant le thème de la galette. Écris un rap sur la galette des héros en t'inspirant de Fusil de SCH. Après les paroles, tu expliqueras quels sont les éléments que tu as réussi de steak. Ouais, parce que en fait, je voulais savoir un peu ce qu'il avait changé, tout ça, savoir c'est quoi son raisonnement. Et là, franchement, masterclass de GPT-4, il nous a fait une parodie de Fusil sur la galette. Franchement, je l'ai lu, je me suis dit, ça ferait un truc du palmacho, ça serait incroyable. Par exemple, j'ai la main sur la pâte, le feuilletage sous mes doigts, dans le vent et la farine, on a grandi, mais je veux savourer chaque morceau. Qui remplace, dans le vent et la braise, on a grandi, mais je veux mourir près de l'eau. Faut que... j'ai les mains sur une crosse, le téflon sur le dos, dans le vent et la braise, on a grandi, mais je veux mourir près de l'eau. Et là, ouais, il nous sort... j'ai les mains sur la pâte, le feuilletage sous mes doigts, dans le vent et la farine, on a grandi, mais je veux savourer chaque morceau. Faut que je la sorte de mon four, avec ou sans fève, stoppé par le temps, l'ego, l'amour du sucre. Je cause aux lunes, j'entends dans ses murmures que j'ai mis son cœur en émoi. Franchement, enfin moi ça me fait trop rire, je trouve que c'est le premier couplet, il est vraiment il est terrible. Et là il t'explique bon voilà, la structure, il a pris exactement la même structure du couplet, il a pris les mêmes idées, la référence à la lune, les sentiments et les émotions qui parlent d'amour, de tristesse et de douleur. Dans mon rap, j'ai adapté ces émotions en parlant de la joie et du plaisir de déguster la galette des rois. C'est incroyable, c'est trop drôle. Donc voilà, donc créativité pour faire un rap, bon ça va.
Par contre, pour faire des parodies, là, franchement, c'est un gros banger. Là, enfin, franchement, moi, ça me donne des bêtes d'idées s'il y a des IA qui existent pour dupliquer les voix des rappeurs et tout. Mais là, ça va être, ça va être un scandale, quoi. Genre, SCH qui te fait un rap pour t'apprendre le jardinage. Là, il y a, je sais plus, j'avais vu ce projet là qui, euh, qui qui faisait des cours où c'est des rappeurs où je crois que Koba il avait fait un son sur la physique et tout, complètement déglingué comme truc. Et là, typiquement, bah du coup, tu pourrais presque automatiser ce processus-là, au moins du coup au niveau de la rédaction. Donc voilà. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau plutôt innovation, voir ce qu'il peut proposer comme solution. Bon après, je tiens quand même à vous alerter. C'est pas ma spécialité. Je connais pas grand chose en innovation ou en écologie. Là, les résultats que j'ai eu, franchement, j'ai trouvé super intéressant. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais vu donc du coup une vidéo sur Thinkerview qui était super intéressante, d'une dame qui travaillait dans le minage, je crois, et qui expliquait que justement un truc horrible au niveau écologique, c'était le fait de les minerais rares, quoi. Ça coûtait énormément, et ça polluait beaucoup. Et là, je lui demande, voilà, comment on peut résoudre le problème des minerais rares dans les panneaux solaires et la pollution engendrée par leur exploitation. Bon, et là déjà, il me sort 5 idées. Donc je sais pas vraiment ce que ça vaut chacune de ces idées, mais déjà au moins il en sort 5, je trouve ça cool. Donc le recyclage des panneaux solaires, ça il me semble que j'en ai déjà entendu parler. La recherche de matériaux alternatifs, intéressant. Réduction de la consommation d'énergie, donc plus un axe, donc décroissance. L'amélioration des pratiques d'exploitation minière, intéressant. Le développement de sources d'énergie alternatives, donc plus de panneaux solaires, enfin c'est pas la seule énergie, mais on va faire autre chose. Ok, là je demande des solutions originales qu'ils pourraient inventer. Donc en fait l'idée de l'originalité c'est que il y a un peu un problème je trouve dans les boîtes écologiques, il y a un peu de technique, c'est qu'au niveau du positionnement il y a pas ils mettent pas en avant des trucs un peu originaux, machin, alors que avec des trucs surprenants, je pense que ça peut faire des super bonnes pubs. Et donc là, on a on a des idées intéressantes, je trouve. Donc, panneaux solaires à base de déchets. Il pourrait être possible de créer des panneaux solaires à partir de déchets, tels que des bouteilles en plastique recyclé qui pourraient être transformées en feuilles de plastique transparentes pour servir de substrat de panneaux solaires. Cela permettrait non seulement de recycler les déchets, mais aussi de réduire la dépendance aux minerais rares. Bon, s'il y a une personne qui est spécialisée en panneaux solaires et qui me dit que c'est possible, franchement, c'est balèze. Ensuite, la biofabrication, ça on va en parler juste après. Les panneaux solaires portables et pliables. Les panneaux solaires portables et pliables peuvent être développés pour permettre une utilisation facile et pratique de l'énergie solaire sans avoir besoin d'une installation permanente. Ces panneaux pourraient également être conçus pour être plus durables et résistants au choc afin de rester une utilisation en extérieur. Ok, donc j'ai un peu concept plutôt marketing du coup, je pense. Il n'y a pas d'idée d'innovation par rapport à la dépendance aux minerais rares. Hybride. Les panneaux solaires hybrides pourraient être développés pour combiner l'énergie solaire avec d'autres sources d'énergie telles que l'énergie éolienne ou géothermique. Cela permettrait de produire de l'énergie plus stable et plus fiable tout en réduisant la dépendance aux minerais rares. Ok. Solaire flottant. Ça, j'avais déjà entendu parler je crois, de projets, trucs comme ça. Les panneaux solaires intégrés dans les bâtiments. Les panneaux solaires pourraient être intégrés dans des bâtiments tels que des murs, des fenêtres ou des toits. Cela permettrait d'utiliser des surfaces existantes pour produire de l'énergie solaire tout en réduisant la nécessité d'installer des panneaux solaires séparés. Ok, donc là, du coup, au niveau original, il n'a pas gardé en compte sur toutes les idées le fait de sortir de la dépendance par rapport aux minerais ou de diminuer les coûts en minerais rares. Ok, et là, moi, ce qui m'avait vraiment interpellé, c'était les panneaux solaires biofabriqués. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et là, en fait, il me donne comment il ferait. La biofabrication de panneaux solaires impliquerait l'utilisation de micro-organismes tels que des bactéries, des algues ou des champignons pour produire des matériaux pour les panneaux solaires. Voici les étapes possibles pour créer des panneaux solaires biofabriqués. Donc là, moi, je tombe... Enfin, franchement, l'idée, je la trouve hyper séduisante. Je sais qu'il y a
Il y en a qui sont en train de cultiver des steaks là. Enfin, je trouve ça assez hallucinant ce délire d'ailleurs. Et là, du coup, je me dis, mais si on peut cultiver des panneaux solaires. Après, ça se trouve, là vraiment, il me raconte n'importe quoi, hein. S'il y a quelqu'un qui est spécialisé sur les panneaux solaires, il peut me dire, hein, c'est nimp, il n'y a pas de souci, je corrigerai au montage, je ferai une réupload de la vidéo, je corrigerai. Mais je suis quand même allé checker, là voilà, sélection, machin, extraction des matériaux, panneaux solaires, nanana. Et là, moi, la question c'était quel organisme peut fabriquer des pigments photosensibles et surtout des électrodes et des substrats. Enfin, vraiment les composants qui font que ça capture la lumière. Et là, il m'a sorti les trucs, les champignons, des bactéries photosynthétiques, telles que Rhodobacter sphaeroides peuvent produire des pigments photosensibles et des électrodes conductrices pour les panneaux solaires. Ces bactéries peuvent également produire des matériaux pour les substrats, tels que les polymères conducteurs. Bon, je comprends un mot sur deux. Après, ce qui est quand même impressionnant, c'est que si c'est faux, il te dit ça avec un aplomb qui est quand même vraiment terrifiant. Là, vraiment, il peut t'inventer des mondes, c'est assez hallucinant. Là, j'ai demandé de citer des études sur ces sujets. Donc, j'ai regardé, je crois celle-là, elle existe. Et celle-là aussi. Il y en a au moins 2 sur les 5 que je suis allé checker qui existent. Donc, super intéressant, super intéressant. Donc, voilà pour la créativité. Je trouve au niveau innovation, si c'est vrai, et ben c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Enfin, si tout est vrai, là, on est quand même sur un sacré délire, quoi. Donc voilà, maintenant, je vais vous parler de plusieurs cas où vous pouvez utiliser GPT-4 dans votre quotidien pour améliorer votre productivité. Donc on va parler d'un premier usage. Donc là, voilà, j'ai mis un article, enfin un bout d'un article, parce qu'on peut pas encore mettre, voilà, comme ce annoncé 25 000 mots, mais sinon il aurait pu le résumer. Et j'ai demandé de résumer donc tout cet article. Là, il me l'a résumé en anglais. J'ai demandé en français, il me l'a résumé en français. Et aussi un autre petit truc, un petit usage qui est bien, je pense, si vous voulez travailler un sujet, ou apprendre plus sur un sujet, quelque chose qui est, je pense, intelligent, c'est de faire de la pratique active, c'est-à-dire que vous lisez un texte et faut se poser des questions par rapport au texte. Et plutôt que voilà, de se poser des questions tout seul, machin, nanana, tu mets le texte, tu demandes à GPT, hop, mets-moi des questions. Et voilà, par exemple, comment les cyanobactéries effectuent-elles la photosynthèse et comment peut-on utiliser cette connaissance pour améliorer la technologie BPV. Il me semble qu'il le dit là. Voilà, ça divise l'eau en protons, électrons, enfin bref. Tac. Vous voyez, vous avez des questions qui permettent d'étudier le texte. Et du coup, en fait, plutôt que de simplement lire le texte, vous avez des angles de réflexion pour pouvoir travailler ce texte et apprendre du coup beaucoup plus vite et plus en profondeur. Parce qu'en fait, quand vous vous posez des questions par rapport à un texte, vous n'activez pas les mêmes zones du cerveau que si vous faites seulement de le lire. Donc voilà pour un premier usage, on va en voir un second. Ok, donc là j'ai fait une petite simulation pour vous montrer un autre exemple. Il peut analyser des données, donc là voilà, je vais demander de générer un petit dataset. Donc là, à partir de ces données, il arrive à savoir que entre telle date et telle date, il y a une augmentation générale du nombre de pages vues et de visiteurs. Au niveau du taux de rebond, voilà, le taux de rebond le plus bas est observé à telle date, tandis que le plus élevé est le 2023. Nanana. Donc là, il vous fait une analyse. Et en se basant sur ces analyses, voici quelques conseils d'optimisation. Analyser les événements ou les changements survenus ce jour-là pour comprendre les raisons de la baisse des pages vues, des visiteurs, du temps passé sur le site, du taux de conversion. Cela pourrait être dû à un problème technique, un contenu moins attrayant ou un changement d'algorithme des moteurs de recherche. Une fois la cause identifiée, prenez des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Voilà, là il vous conseille sur qu'est-ce qui aurait pu changer. L'engagement des visiteurs. Voilà, le taux de rebond a tendance à diminuer avec le temps, ce qui est un bon signe. Cependant, il reste encore des marges d'amélioration. Travailler sur la qualité, la pertinence du contenu, la facilité de navigation, le temps de chargement des pages et l'expérience utilisateur globale pour réduire davantage le taux de rebond. Et là, vraiment, il vous donne des conseils sur chacun des points. Et sur chacun des points, vous pouvez lui demander, ok, est-ce que tu peux me faire une liste d'étapes pour auditer précisément ce point-là sur mon site web. Il va te faire une liste d'étapes et tu vas pouvoir analyser du coup ton site web sans avoir besoin d'appeler un consultant
en site internet ou en marketing digital. Tu demandes à ChatGPT, tu poses les bonnes questions, il va te dire quoi faire. Donc voilà, on va passer au troisième cas qui est probablement le plus connu, mais on va quand même passer dessus, c'est la rédaction d'articles. Ok, donc on se retrouve sur ChatGPT, hop. Bon, alors la rédaction d'articles, le process en général il est assez simple, hein. Donc par exemple tu veux ranker sur les poussettes, ok, le mot-clé poussette, donc trouve des mots-clés de longue traîne sur poussette, il va comprendre. Là normalement il devrait trouver certains mots-clés, donc voilà, moi je connais rien en poussette, donc voilà c'est pour... ça peut donner des idées, mais aussi il y a... Alors j'ai vu plusieurs trucs passer au niveau SEO sur, comment dire, par rapport à ChatGPT. Donc ok, il a pas les données de SEMrush, de Ahrefs, tout ça, nanana, ok, pas de problème, je suis prêt à l'entendre. Par contre, même Google n'a pas toutes les données, n'a pas analysé toutes les données, et il y a des mots-clés que tu ne trouveras pas sur SEMrush ou sur Ahrefs, ou sur tout autre logiciel. Donc ça me paraît pertinent de lui demander quand même des idées, et de voir, et de quand même faire des articles. En plus, franchement, ça prend pas de temps quoi à faire, et ça prend un peu de temps, mais pour le coup, vous pouvez vraiment aller très très vite. Et si c'est des mots-clés qui ont 0 sur SEMrush ou Ahrefs, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui se sont positionnées dessus, et que là, du coup, même avec un article pété, rédigé en 2 secondes avec ChatGPT, vous pouvez aller taper des top 10 quoi. Voire même des top 3, vraiment si les mots-clés sont pas du tout compétitifs, et choper 10, 20, 30, 40, 50 visites en ayant travaillé 1 heure dans la journée quoi, par mois sur votre site. Enfin, je veux dire, le ROI il est assez intéressant. Donc là voilà, on a poussette naissance avec nacelle amovible. Bon alors, franchement, bon, j'ai pas d'enfant, je sais absolument pas de quoi ça parle. Donc, donc faut demander quelle est donc l'intention de recherche pour ce mot-clé. Ouais, j'imagine que c'est de la fiche produit ça. Là c'est probable qu'il se plante. Donc l'intention de recherche pour le mot-clé poussette naissance avec nacelle amovible est probablement la suivante. Les personnes qui effectuent cette recherche sont la recherche d'informations, de conseils de modèles ou de marques de poussettes adaptées dès la naissance et équipées d'une nacelle amovible. Bon, c'est probable que là, la SERP, on a un Google Shopping, puis un truc du style Amazon ou un site déjà de niche pour faire de l'affiliation ou un site e-commerce. Ok. Bon. Et là, voilà. Fais-moi un plan pour matcher au mieux à l'intention de recherche. Et donc là, voilà, on va avoir notre plan. Donc là, techniquement, il n'est pas encore capable de nous rédiger l'article d'une traite. On n'a pas encore accès au modèle qui peut générer jusqu'à 25 000 mots. Mais du coup, théoriquement, dès qu'il sera disponible, donc je pense via l'API, à partir d'un plan comme ça, il pourra te rédiger un article en un call API, quoi. Donc ça va être assez impressionnant. Donc là c'est intéressant, il nous donne des arguments, facilité de transport, polyvalence et volatilité de la poussette, critères à considérer lors de l'achat d'une poussette d'essence avec nacelle amovible, poids et dimension de la poussette, qualité et matériaux utilisés, ok, facilité d'utilisation et de pliage. Ça c'est intéressant hein, parce que mine de rien, là il est vraiment en train d'étayer, de noter tous les critères si vous voulez vraiment optimiser votre décision d'achat. C'est super intéressant parce que là typiquement
pour écrire un texte de vente, vous prenez tous ces trucs-là, vous prenez chacun des points et vous pouvez construire un super texte de vente. Là, typiquement, je pense que pour construire un texte de vente, il faudrait trouver les objections typiques et mettre en lien avec chacun des points là. Par exemple, je sais pas, ça peut être une objection typique de ce type de poussette, elle casse assez facilement. Et là, oui, mais nous avons telle qualité et tel matériau. Nanana. Et là, il peut te pondre un article, quoi. Top 5 des meilleures poussettes naissance avec nacelle amovible. Ok. Conseil pour l'utilisation et l'entretien d'une poussette naissance avec nacelle amovible. Ok. Là, vraiment, par rapport à ce que j'ai déjà vu sur donc des niches différentes, je trouve ça vraiment extrêmement pertinent. Avantages, critères. Là, il y a un top 5 pour ranker. Bon, là, il bug. Conseil pour l'entretien, ça aussi, il y a pas mal de parties. Enfin, c'est vraiment des parties typiques, quoi, voilà, pour essayer de ranker sur des top 10 ou sur des personnes qui se posent la question de comment acheter ce type de produit. Vraiment plutôt pertinent. Je suis pas sûr que GPT-3 aurait fait quelque chose d'aussi quali. Pas sûr. Notamment sur cette partie-là. Je suis pas sûr qu'il aurait été aussi quali. Il aurait pas trouvé, je pense, aussi l'entretien. Non, donc ouais, il y a quand même des progrès qui sont assez impressionnants au niveau qualitatif. Bon, après, il est quand même beaucoup plus lent. Donc voilà, écoutez, donc là on a vu 3 cas d'usage que vous pouvez utiliser. Là vous voyez, hein, pour faire un article, après vous demandez écris la partie 1, tu copies, tu colles sur un Google Doc, écris la partie 2, tu copies, colles sur un Google Doc, 3, 4, conclusion, intro, bim, t'as ton article, tu le postes, tu check quand même s'il raconte pas trop n'importe quoi, c'est bon, hein, t'as ton post, enfin t'as ton article. Et même si t'es dans une niche où il est pas trop calé, en fait, ce que tu fais, c'est que tu copies-colles l'article d'un concurrent, tu lui demandes d'extraire le plan, et puis, bah, t'as le plan, et tu l'améliores. Ou même, une autre technique, c'est que tu prends l'article de ton concurrent, tu lui poses la question, quel est le plan, et quelle partie tu rajouterais pour apporter encore plus de valeur au lecteur. Là, il va te faire un plan en te rajoutant des trucs, et là, tu fais ton article, t'as un plus grand article, il est plus gros, il sera plus conséquent, et on a beau dire ce qu'on veut en SEO, de toute façon, plus il y a de mots, plus tu ranks. Franchement, j'ai jamais vu d'article de 300 mots ranké devant des pavés de 2500 mots. Hein. Ça existe que dans les films. Hein. Donc, voilà. C'est tout, du coup, pour ces petits cas d'usage, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris des choses, que tu auras pu voir les capacités de GPT-4 au niveau logique, technique et également au niveau créatif, que ça t'aura donné des idées sur comment tu peux l'utiliser, comment l'implémenter dans ton quotidien. Si ça t'intéresse, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, donc je t'invite à t'abonner, à liker, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée. A plus.